Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va traiter un exercice sur le tissu nerveux et ses propriétés. Alors, ici, on dit l'étude de la transmission du message nerveux via les synapses a conduit aux observations faites sur la convergence anatomique du document D, où 6 terminaisons axoniques P1, P2, P3, P4, P5, P6 font synapse avec un neurone postsynaptique N. Après une série d'expériences de stimulation, on enregistre les phénomènes électriques au niveau des oscilloscopes O et O1 posés respectivement au niveau du cône d'émergence et plus loin au niveau de l'axone du neurone N. Alors, le document D est là. Ce qu'on a ici, voici le document D. Alors, ce qu'on a, c'est ici, vous avez P1 qui est un neurone présynaptique, P2 également, P3, P4, P5 et P6. Tous ces neurones-là sont des neurones présynaptiques. Hein? Ce sont donc 6 neurones présynaptiques qui font synapse avec un neurone. Donc, postsynaptique. Hein? C'est ce neurone-là. Ce neurone-là que vous voyez là, c'est le neurone postsynaptique. Et ces 6 neurones présynaptiques là, ici, là et là, ces 6 neurones présynaptiques font synapse avec ce neurone postsynaptique. Alors, on est donc dans le cadre de ce qu'on appelle une convergence anatomique. Maintenant, vous avez ici O et là O1. Ça, c'est des oscilloscopes. O est un oscilloscope. O1 est un oscilloscope. Maintenant, ces oscilloscopes-là sont posés sur différentes parties du neurone. Vous avez donc ce qu'on appelle le cône d'émergence, c'est cette partie-là du neurone. Le cône d'émergence du neurone, c'est cette partie-là que vous voyez. En réalité, si vous posez un oscilloscope là-bas, vous allez pouvoir enregistrer des potentiels d'action. Quand les PPSE atteindront le seuil, vous allez enregistrer le déclenchement des potentiels d'action se passe au niveau du cône d'émergence du neurone. C'est pourquoi c'est là-bas où on commence à enregistrer les premiers potentiels d'action qui sont issus donc du neurone après que les PPSE aient atteint le seuil. Donc on a le seuil de déclenchement qui se passe là-bas, et c'est ici qu'on enregistre donc les potentiels d'action, et plus loin au niveau de l'axone on va enregistrer donc l'axone, les potentiels d'action vont se propager ici, donc vont se propager à ce niveau-là, et on peut enregistrer également ici. Toutes ces parties-là, on peut enregistrer un potentiel d'action, Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au niveau donc du corps cellulaire, on peut enregistrer des PPSE. Là, on peut enregistrer des PPSE et des PPSI, des PPSI par exemple et des PPSE. Hein, PPSI par exemple ici, là, on peut enregistrer par exemple le PE. Hein, les PPSE et les PPSI sont enregistrés au niveau du corps cellulaire. Donc, si on veut enregistrer des PPSI et des PPSE, c'est ici qu'on doit poser, ici, hein, la zone que je vais assurer là, on doit poser ici, hein, les oscilloscopes. Hein. À partir de cette partie-là est réservée aux PPSE et aux PPSI. Maintenant, quand la sommation des PPSE et des PPSI atteint le seuil, on peut enregistrer maintenant le déclenchement des potentiels d'action à ce niveau-là, au niveau du cône d'émergence
de l'axone. Et maintenant, les potentiels d'action vont se propager au niveau axonique. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Nous avons donc le document D. Maintenant, on continue à lire l'exercice. On nous dit NB, toutes les stimulations des expériences ci-dessous sont efficaces. Expérience 1, donc on commence à faire les expérimentations, les expériences. Expérience 1, on nous dit 4 stimulations successives sur P1. Donc 4 stimulations successives sur P1, ça signifie quoi? Donc 4 stimulations successives sur P1, c'est ici au niveau de P1, on a fait 4 stimulations. Donc c'est une sommation temporelle. Je vous rappelle qu'une sommation temporelle, c'est quand un neurone additionne ses effets, ses effets, additionne ses effets, à savoir les excitations qu'il accumule. Ces excitations-là vont s'additionner pour produire donc un PPSE en général pour permettre l'obtention de potentiel d'action. Il y a donc l'action additive au niveau d'un même neurone, et ces effets-là vont se sommer, et ici au niveau du corps cellulaire, il y aura au niveau du corps cellulaire postsynaptique, il y aura une sommation. Donc on a fait tac, 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 tac au niveau du même neurone présynaptique P1. C'est ça qui se passe. C'est une sommation. Alors c'est une sommation temporelle au niveau de P1. Maintenant, expérience 2, c'est 8 stimulations successives sur P1 plus 2 stimulations successives et simultanées sur P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Là également, il faudra comprendre ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ici, c'est que voilà, vous avez ici une stimulation, 8 stimulations plutôt. L'expérience 2, on a fait 8 stimulations successives sur P1 plus 2. Qu'est-ce que ça signifie? On a fait 8 stimulations successives sur P1 ici. Une stimulation 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur P1 seulement. Sur P1 d'abord. Ensuite, on fait 2 stimulations successives sur tous les neurones présynaptiques. Tac, tac ici, 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 tac, tac ici en même temps. Donc, on a d'abord fait ici 8 stimulations au niveau de P1. Après maintenant ces 8 stimulations au niveau de au niveau de P1 plutôt, on fait encore 2 stimulations, donc plus 2 stimulations en même temps maintenant. En même temps, ça se passe en même temps cette fois-ci. Tac, 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 tac ici, tac, tac ici, tac, tac ici en même temps. Ce qui fait que on a donc une sommation temporelle sur P1. Ensuite, on a donc une sommation temporelle et spatiale sur tous les neurones présynaptiques. Donc, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas donc repérer ça. Mais vous savez que la sommation spatiale, c'est quand vous avez plusieurs neurones qui additionnent leur effet. Il y a une stimulation ici. Par exemple, ici, il y a une stimulation. Ici, il y a une stimulation. Et en même temps, quand par exemple P1 et P2 sont stimulés en même temps, ils additionnent leur effet. Donc ici, la somme se fait au niveau du corps cellulaire, ici du motoneurone. Ce qui fait qu'il y a une sommation temporelle. Mais si seulement c'est P1 qui est excité avec plusieurs successions au niveau des stimulations, tac, 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 par exemple, on a une sommation temporelle. Maintenant, quand on fait tac ici et tac là en même temps, les deux excités en même temps, leurs effets donc s'additionnent ici
au niveau du corps cellulaire du moteur neurone et on a une sommation temporelle. Quand on stimule également P1, P2, P3, P4, P5, P6 en même temps, hein, on les stimule en même temps, on donne une seule stimulation, hein, mais en même temps, vous avez une sommation spatiale. Maintenant, si vous avez deux stimulations ici deux stimulations, 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 et en même temps, vous avez les neurones qui additionnent leurs effets, mais également, il y a donc succession de stimulations au niveau des mêmes neurones, mais également, tous les neurones additionnent leurs effets ici, au niveau du corps cellulaire, et vous avez à la fois sommation temporelle et sommation spatiale. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, au niveau de l'expérience 2, on a une sommation temporelle sur P1, ensuite sommation temporelle et spatiale sur P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Maintenant, l'expérience 3, ce qui se passe, on a 3 stimulations successives et simultanées sur P1 et P6. Hein? Sur P1 et P6, ça signifie quoi? Ici, au niveau de l'expérience 3, donc on a 3 stimulations successives et simultanées sur P1 et P6. Ce que ça signifie, c'est que au niveau de P1 ici, on fait une stimulation 2, 3. Hein? C'est des stimulations successives, c'est ce qu'on appelle, donc on fait tac, tac, tac sur P1. Et après, en même temps, sur P6, ici, on fait tac, tac, tac. Donc, en même temps, ça se passe en même temps, simultanément. P1 et P6, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une sommation temporelle et spatiale sur P1 et P6. Donc, c'est une sommation temporelle et spatiale sur P1 et P6. Voilà, il faut bien suivre là pour ne pas vous emmêler les pinceaux, pour ne pas également être brouillé, parce que ça demande de la concentration. Alors, ça c'est l'expérience 3. Maintenant, pour ce qui est de l'expérience 4, la dernière expérience, on a simultanément 3 stimulations successives sur P1 et P5. C'est ça donc la quatrième expérience. On a simultanément 3 stimulations successives sur P1 et P5. Donc on a une sommation temporelle. On a une sommation temporelle et spatiale sur P1 et P6. Voilà. Hein? Si vous regardez ici, ce qui se passe, c'est que on a stimulé on a simultanément 3 stimulations successives sur P1 ici. Tac, tac, tac. 3 stimulations successives sur P1. Tac, tac, tac. Et en même temps, on fait la même chose sur P5 ici. Tac, tac, tac. Ce qui fait que au niveau donc des deux, là, au niveau de P1 et P5, on a une stimulation. On a une sommation temporelle et spatiale en même temps. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on a. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris l'exercice. Maintenant, on nous dit, ici, à ce niveau, nous sommes là. Hein, on nous dit la stimulation isolée des 6 terminaisons axoniques permet d'enregistrer les phénomènes électriques au niveau de O. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Alors, les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Le tableau, on va le voir. Donc, c'est ça le tableau. Hein? Le tableau est là. On nous dit, ici, il y a les stimulations. Donc, vous voyez ici, à ce niveau, vous avez donc stimulation au niveau de P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc, ça, donc, on a ça, mais
on a aussi amplitude de valeur algébrique. On a dit amplitude de valeur algébrique. Amplitude de valeur algébrique. Alors, ça veut dire que quand on parle de valeur algébrique, c'est une valeur donc qui peut être négative comme positive. Hein. Donc, on a des valeurs positives et négatives. C'est ce qu'on entend par valeur négative. Alors, ici, on nous dit indiquer la nature des différentes synapses du document D. La nature des différentes synapses du document D. Ensuite, quand on continue l'exercice, la question 2, c'est pour chacune des 4 expériences indiquer si on enregistre ou non un potentiel d'action au niveau de O et O1. Hein? Sachant que le seuil d'excitabilité du neurone est de moins 45 mV. Alors ici, d'abord, il faut qu'on règle un problème, c'est-à-dire de savoir quel type de... indiquer la nature des différentes synapses du document D. Alors ici, on a les stimulations là, et on a les stimulations et on a ici c'est les stimulations, ici l'amplitude. On a la stimulation ici l'amplitude en valeur algébrique. P1 ici, au niveau donc du synapse, de la synapse plutôt, de la synapse inhibitrice ici, P1N, quand on stimule P1, on a moins 5 comme valeur algébrique. Qu'est-ce que ça signifie? Vous regardez ici seulement les valeurs. Si c'est négatif, vous avez une synapse inhibitrice. Si c'est une valeur positive, vous avez une synapse excitatrice. C'est simple ici. Vous regardez, la valeur est négative, c'est une synapse inhibitrice, vous êtes en présence d'une synapse inhibitrice. Et si la valeur est positive, vous êtes en présence d'une synapse excitatrice. Ici, la première synapse, c'est quoi? C'est quelle synapse? C'est la synapse P1N. Hein? La synapse P1N, c'est une synapse qui est inhibitrice parce que P1, après stimulation, on note comme amplitude, la valeur algébrique de l'amplitude, c'est moins 5. Donc P1N est une synapse inhibitrice. On va voir la correction ici. Donc P1N, c'est une synapse inhibitrice. Hein? C'est une synapse inhibitrice parce qu'on a la valeur là. Hein? Si vous regardez ici, on a une valeur négative au niveau de l'amplitude pour P1. Quand on stimule P1, on a au niveau du cortex, on a donc enregistré l'amplitude de moins 5 mV. Hein? Moins 5, donc c'est une synapse inhibitrice P1N. Ici, une synapse inhibitrice. Et P2N, c'est une synapse excitatrice. Pourquoi? P2N, c'est une synapse excitatrice parce que ici, vous avez P2N là, vous avez une ici, plus 10. Hein? P3N, c'est une synapse excitatrice, vous voyez bien, ici plus. P4N, c'est une synapse inhibitrice. Hein? Donc, si on retourne là-bas, voilà, donc dans la correction, donc on va voir que P4N, c'est une synapse inhibitrice, P5N, c'est une synapse excitatrice, et P6N, c'est une synapse excitatrice. Voilà, on va savoir ça ici. C'est ici qu'on se repère ici. Donc, quand on excite P, vous avez moins 5. Ici, quand on excite P2, plus 10. P3, plus 9. Donc, P1, quand on l'excite moins 5, ça signifie qu'on a une synapse inhibitrice Pn. P2, quand on l'excite, la valeur algébrique ici, c'est plus 10. Donc, on a une synapse excitatrice pour P2N. Quand on excite P3, on a une valeur algébrique de plus 9, donc on a une synapse inhibitrice P3N, une synapse excitatrice plutôt. P3N est une synapse excitatrice. P4, quand on l'excite, on a une valeur algébrique de moins 11, donc on a une synapse inhibitrice entre P4PN, P4N plutôt. P4N est une synapse inhibitrice. Quand on excite P5, on a plus 15, donc P5N est une synapse excitatrice. P6, quand on l'excite, on a plus 12. Donc, la synapse P6N est une synapse excitatrice. Bon, je pense que vous avez compris. Hein?
Je pense que vous avez compris. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on passe à l'autre question. La question numéro 2, c'est pour chacune des 4 expériences, indiquer si on enregistre ou non un potentiel d'action au niveau de O et O1. Sachant que le seuil d'excitabilité du neurone est de 45 millivolts, ou bien le seuil d'excitabilité d'un potentiel d'action. Ça veut dire que le seuil de... Voilà, c'est pour le seuil d'excitabilité pour obtenir un potentiel d'action. On peut ajouter ça. Le seuil d'excitabilité pour obtenir un potentiel d'action. Le seuil d'obtention, c'est plus simple de dire ça. Le seuil d'obtention d'un potentiel d'action est de moins 45 millivolts. Voilà. Ça veut dire que pour obtenir un potentiel d'action, il faut un seuil de moins 45 millivolts pour cela. Alors, pour obtenir un potentiel d'action, il faut un seuil de moins 45 millivolts. Si vous regardez ici, il faut comprendre cela. Par exemple, ici, vous avez ici, par exemple, si la dépolarisation atteint ce niveau-là, regardez ce que je fais, vous n'avez pas dans ce cas de potentiel d'action. Parce que le seuil de potentiel d'action est de moins 45 millivolts, on a dit. Le seuil pour obtenir un potentiel d'action, moins 45 millivolts. Donc, si vous avez un PPSE à ce niveau, qui a cette amplitude-là, vous ne pouvez pas avoir de potentiel d'action. Ça reste local. Si vous avez par contre... Donc ici, il faut comprendre que moins 45 millivolts, c'est à ce niveau-là. C'est ici, c'est à ce niveau. Donc vous avez moins 45 millivolts qui est là. C'est ici où on a moins 45 millivolts. Maintenant, vous voyez bien ce potentiel d'action-là, ce PPSE-là, ça ne donne pas de potentiel d'action. Parce que donc vous n'avez pas donc moins 45 millivolts. Moins 45, vous n'avez pas encore moins 45 millivolts. Parce que les valeurs négatives, quand on parle des valeurs négatives, vous savez que moins 10 est supérieur à moins 20, et moins 20 est supérieur à moins 30, moins 40 est supérieur à moins 50. Donc ici, quand vous allez être ici, vous voyez bien, ici vous avez moins 45 millivolts, vous avez atteint le seuil, et dans ce cas, vous obtenez un potentiel d'action. Donc, ce sont au niveau des PPSI. Si on excite un neurone présynaptique, qui fait une synapse excitatrice avec le motoneurone ou bien avec le neurone postsynaptique, vous obtenez par exemple un PPSE qui atteint le seuil, vous pouvez obtenir un potentiel d'action. Mais si la synapse est inhibitrice, vous ne pouvez jamais avoir de potentiel d'action parce que quand la synapse est inhibitrice, ça éloigne toujours le potentiel d'action de son seuil. Parce que vous allez avoir un PPSI qui va vers le bas. Donc, ça ne peut pas aller vers moins 45. Ça l'éloigne de moins 45. C'est pourquoi, si on stimule, par exemple, ici, au niveau, par exemple, la synapse P1N, qui est une synapse inhibitrice, s'il y a une sommation temporelle là-bas, vous ne pouvez pas avoir de potentiel d'action parce que c'est une synapse inhibitrice. Mais attention, s'il y a plusieurs effets contraires, par exemple des PPSI et des PPSE qui arrivent au niveau du corps cellulaire du neurone postsynaptique, il y a addition des effets.
Et l'addition des effets, c'est seulement l'effet qui l'emporte qui va déterminer l'obtention ou non du potentiel d'action. Voilà, mais bon, je récapitule. Si on stimule seulement, si on a uniquement une synapse inhibitrice, on ne peut pas avoir de potentiel d'action là-bas, à ce niveau-là, parce que on va vers l'hyperpolarisation. Mais si on a des synapses inhibitrices et excitatrices qui donnent des effets au niveau du corps cellulaire, il y a une sommation là-bas qui se passe. Maintenant, et quand on fait la sommation, on va voir est-ce qu'on va obtenir un seuil ou non. Bon, on va procéder à l'appliquer. On va appliquer ça pour voir. Par exemple, ici, on nous dit de dire pour chacune des 4 expériences, indiquer si on enregistre ou non un potentiel d'action au niveau de O ou O1. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les sommations. Par exemple, ici, pour l'expérience 1, vous avez une sommation temporelle. Au niveau 2, on a 4 simulations successives sur P1, ce qui fait qu'on a une sommation temporelle. Et on sait que P1N est une synapse qui est inhibitrice. P1N, c'est une synapse inhibitrice, c'est ce qu'on avait vu, parce qu'on avait vu la valeur là, négative au niveau des valeurs algébriques. Donc, c'est une synapse inhibitrice. C'est une synapse inhibitrice, on a fait une sommation temporelle, et ici, donc, on ne peut pas obtenir de potentiel d'action. C'est impossible d'obtenir un potentiel d'action parce que les valeurs vont vers le bas. Donc, vous allez avoir une hyperpolarisation comme ça, parce que c'est une synapse inhibitrice. Donc, les 20 millivolts là, c'est vers le bas. Attendez, vous allez voir ici. Donc, on va avoir ici vous allez avoir donc ici une valeur qui est vers le bas. Voilà. Et quand la valeur va vers le bas ici, donc on ne peut pas obtenir un potentiel d'action. C'est ça le problème. On ne peut pas obtenir le potentiel d'action parce que j'étais en train de voir est-ce que c'est cohérent ou pas. Mais oui, parce que si vous avez ici un potentiel, bon, disons, ne regardez pas moins 20 millivolts et vous dites que oui, c'est un... ça dépasse le seuil. Mais c'est parce que c'est une hyperpolarisation, ça va vers le bas. Une hyperpolarisation, donc, ça ne peut pas donner un potentiel d'action. Donc, on ne peut pas avoir un potentiel d'action là-bas. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que au niveau de l'expérience 1, on a une sommation temporelle, la synapse est inhibitrice, 4 fois 5 moins 5 moins 20 millivolts. Pourquoi j'ai fait 4 fois moins 5? Parce que on a 4 stimulations successives sur P1. Donc 4 fois moins 5, c'est moins 20 millivolts. Mais comme c'est une hyperpolarisation, il n'y a pas de potentiel d'action au niveau de O. Au niveau de O, il n'y aura pas de potentiel d'action, ni au niveau de O1. On ne va pas enregistrer de potentiel d'action. Maintenant, pour l'autre là, expérience 2, pour l'expérience 2, on a une sommation temporelle sur P1. Plus 2, ça veut dire que on a 8 stimulations successives sur P1, plus 2 stimulations successives et simultanées sur P1, P2, P3, P4, P5, P6. On a donc une sommation temporelle sur P1, ensuite une sommation temporelle et spatiale sur P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Alors, c'est ça qu'on a au niveau donc de l'expérience 2. Si on fait le calcul, qu'est-ce qu'on a? On a 8 fois moins 5, plus 2 fois moins 5, plus 2 fois moins 5, plus 2 fois plus 10, plus 2. Parce que pourquoi je dis 8 fois moins 5 ici? Parce qu'on a 8 stimulations successives sur P1, sommation temporelle. Et P1, au niveau des valeurs algébriques, on avait moins 5. Donc, on a 8 fois moins 5. 8 fois moins 5 plus
deux stimulations, parce que après la sommation temporelle, on a dit plus deux stimulations successives et simultanées sur tous les neurones présynaptiques, sur P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Donc, je fais encore 2 fois moins 5. Les moins 5 de P1, au niveau du tableau là, au niveau du tableau. Ici, vous avez moins 5. J'ai fait 2 fois moins 5 ici. Donc, c'est ça. On a procédé ainsi. Alors, ensuite, 2 fois plus 10, 2 fois plus 10, plus 2 fois plus 9, plus 2 fois moins 11, plus 2 fois plus 15, plus 2 fois plus 12, ça donne plus 20 millivolts. Plus 20 millivolts, donc ça, on a le seuil qui est dépassé même. Le seuil d'obtention d'un potentiel d'action, c'était moins 45 millivolts. Mais ici, vous avez une valeur, vous avez une vous n'avez pas une hyperpolarisation, mais une dépolarisation. Donc, le seuil est dépassé. Et vous allez obtenir donc un potentiel d'action au niveau de O et au niveau de O1. Pour l'expérience 3, vous avez une sommation temporelle et spatiale sur P1 et P6. Alors, mais on avait fait expérience 3, c'était quoi? C'était 3 stimulations successives et simultanées sur P1 et 6. Voilà, on avait... Attendez. Voilà, pour l'expérience 3, on avait 3 stimulations successives et simultanées sur P1 et sur P1 et P6, 3 stimulations successives et simultanées sur P1 et P6, ce qui fait qu'on a une sommation temporelle et une sommation spatiale sur P1 et P6. Pour l'expérience 3. C'est ça qu'on avait vu. Voilà, donc c'est l'expérience 3. Vous avez ici moins 3 fois moins 5 plus 3 fois plus 12, ça fait plus 21 millivolts. Le seuil est dépassé. Vous avez une dépolarisation. Donc, comme le seuil est dépassé, vous avez un potentiel d'action au niveau de O et un potentiel d'action au niveau de O1. Pour l'expérience 4 maintenant, qui est la dernière expérience, vous avez une sommation temporelle et spatiale sur P1 et P5. Pourquoi? Parce que l'expérience 4, on nous avait dit simultanément, on excite simultanément, on a 3 stimulations sur P1 et P5. Donc, on stimule en même temps 3 fois P4 et P1 et 3 fois P5. C'est pourquoi on a mis 3 fois moins 5. 3 fois moins 5 plus 3 fois plus 15. Parce que ici, vous avez P1, vous voyez, la valeur algébrique après stimulation, c'est moins 5. Donc, 3 fois moins 5. Ici, P5, la valeur algébrique après stimulation de P5, c'est plus 15. Donc, 3 fois moins 5 plus 3 fois plus 15. Et vous allez voir maintenant la sommation. Est-ce que ça va donner... Donc, c'est le PPSE, c'est la synapse excitatrice qui va l'emporter sur la synapse inhibitrice. Les PPS1 qui vont l'emporter sur les PPSI. Voilà, on va avoir donc dans ce cas 3 fois moins 5 plus 3 fois plus 15, ça donne plus 30 millivolts. Le seuil est dépassé, le seuil d'obtention du potentiel d'action. Vous avez un potentiel d'action donc qui sera enregistré au niveau de O et un potentiel d'action qui sera enregistré au niveau de O1. Au niveau de O1. Alors, voilà. Maintenant, ici, au niveau de... On revient ici pour dire qu'au niveau de l'expérience 1, vous aviez donc ici sommation temporelle au niveau d'une synapse inhibitrice. Donc, sommation temporelle plutôt au niveau de P1. Et on sait que P1N est une synapse inhibitrice. Donc, on ne peut pas obtenir un potentiel d'action avec une synapse inhibitrice. Donc, dans ce cas, vous allez avoir ici moins 20 millivolts, mais moins 20 millivolts vers le bas. Donc, ça éloigne, ça ne donne pas un potentiel d'action. Donc, c'est moins 20 millivolts vers le bas, une hyperpolarisation comme ça. Vous ne pouvez pas avoir un potentiel d'action parce que c'est une sommation temporelle. C'est une sommation temporelle au niveau de P1, alors que P1N est une synapse inhibitrice. Ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on stimule uniquement une synapse inhibitrice, un neurone qui fait une synapse inhibitrice avec
un neurone moteur, avec un neurone postsynaptique, vous ne pouvez jamais avoir de potentiel d'action. Mais si on stimule plusieurs neurones présynaptiques avec des apports de PPSE et de PPSI, vous allez faire la somme. Et cette sommation maintenant, c'est juste la somme qui l'emporte, donc le PPS qui l'emporte, qui va déterminer s'il y aura potentiel d'action ou pas. Donc c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que c'est un peu, voilà, ça c'est un peu embrouillé, je ne sais pas, mais l'essentiel c'est que vous compreniez. Hein? L'essentiel c'est que vous compreniez. Là, c'est pas compliqué, mais il faut savoir seulement quand est-ce qu'on doit obtenir un PPSE, quand est-ce qu'on doit obtenir un PPSI. Et la sommation là, vous allez voir quelle somme l'emporte, hein, quel est le PPS qui l'emporte pour pouvoir déterminer le potentiel d'action. Prendre référence également au niveau du seuil d'obtention du potentiel d'action qu'on vous indique. Et voilà, savoir quelles sont les synapses inhibitrices et celles qui ne sont pas, qui sont excitatrices. Voilà, savoir également comment repérer une sommation temporelle et une sommation spatiale. En fait, l'exercice tourne autour de cela. Maintenant, avec la tête reposée, avec beaucoup de concentration, vous devez parvenir à vous en sortir. Je vous remercie.